Le secret de l'Apocalypse, Extasium, écrit par Alain Gabriel et lu par Alain Gabriel. Tome 1, l'aventure mystérieuse. Chapitre 1, les premières visions. Nuit du 29 au 30 janvier 1982. Ce matin, à mon réveil, je me suis demandé si j'avais rêvé. Où avais-je été pendant la nuit? C'était étrange. J'avais le sentiment qu'il ne s'agissait pas d'un rêve. Mais malgré une longue nuit de sommeil, j'étais fatigué. Est-ce que ça avait duré toute la nuit? J'en avais l'impression. D'autant que je me souvenais m'être levé pour un besoin naturel, recouché, et avoir vu cette chose avant et après ce bref réveil. De la lumière, uniquement de la lumière multicolore, venant vers moi, m'entourant complètement. Je distinguais surtout deux éléments. La lumière diffuse, nuancée en couleurs légères, et se détachant des lignes fines et teintées. Ces lignes étaient droites et provenaient d'un point central que je ne pouvais voir, tant elles m'envahissaient. Je crois me souvenir qu'elles étaient au nombre de 8, disposées régulièrement tout autour de moi. Tout ceci m'attirait, comme un voyage sans fin, fantastique, hors du temps et de description, dans le bonheur. Je me suis interrogé sur la signification de cette expérience au-delà du rêve. J'en ai parlé à François. Il pense que j'ai reçu un message très fort, et qu'en tout cas, ce n'était pas un rêve. Alors quel message? Déjà, j'avais noté que la disposition des lignes correspondait au schéma général que j'avais pressenti pour mes tableaux à venir. Toute la journée, je me suis interrogé sur la nécessité d'introduire ces lignes si belles dans mes prochaines réalisations. Mais comment? Ce devait être réellement un message. Mais de qui? S'agissait-il tout simplement d'un dysfonctionnement des synapses de mon cerveau ou bien de mes neurones? Cela ne me semblait guère vraisemblable. Alors, l'inconscient collectif? Mais je n'arrivais pas à concevoir un inconscient collectif, reflet du passé et du présent de l'humanité, apportant de tels messages créatifs. Auparavant, déjà, j'avais eu d'autres visions de lumière. J'écoutais de la musique à très fort niveau sonore, complètement isolé du monde extérieur. Je m'étais concentré mentalement sur des effets lumineux que j'avais imaginés pour l'infini, tableau devant être le but ultime de mes recherches. J'essayais de voir avant la réalisation. Entre parenthèses, c'est toujours très difficile de visualiser les mouvements de lumière avant l'achèvement d'un tableau. Fin de la parenthèse. Cette fois-là, donc, je m'étais concentré sur seulement 2 effets. Et soudainement, j'ai vu. Ce fut bref, magnifique et indescriptible. Je me suis senti partir loin, loin, très loin. Mais simultanément, une autre partie de moi, plus lucide, sentant que le moment n'était pas encore venu, me retint. Un autre soir, je contemplais la 3e version peinte de l'infini, tout en écoutant de la musique, pendant que Marie allait et venait dans la maison. J'étais assis sur le canapé que j'avais conçu et réalisé. Le tableau face à moi, posé sur la cheminée. Tout à coup, j'ai vu en surgir un carré lumineux se projetant vers moi à grande vitesse et m'engloutissant dans un flash très bref, me laissant comme assommé. Un peu comme si une voiture ou un train me frôlait en pleine vitesse, sans que je m'y sois attendu, mais sans provoquer de frayeur. Quelle émotion! Quelle intensité exceptionnelle! J'en ai poussé un énorme ouf
de soulagement. Ce carré n'était lumineux que dans les angles. Du moins, c'est la seule chose que j'ai pu vraiment remarquer, en plus de l'intensité lumineuse très grande, mais n'éblouissant pas, comme pour les lignes. Cet effet de lumière sera dans la partie électronique de mes tableaux. C'était une réponse à une question que je n'avais même pas formulée. J'en ai eu d'autres. Depuis, j'ai eu encore des visions. Un soir que j'étais allongé avant de m'endormir, j'ai vu certaines choses, mais que je n'ai pas réussi à décrire. Ce n'était pas vraiment un message, cette fois-là, du moins vis-à-vis de ma recherche picturale. Je me souviens surtout de petits points de lumière intenses et n'éblouissant pas. C'est une caractéristique des nombreuses visions que j'ai eues par la suite. Même quand la lumière est très intense, elle n'éblouit jamais. Les points se déplaçaient relativement lentement, sans direction remarquable, puis disparurent. Ce n'étaient pas des phosphènes. Les phosphènes étant des images de lumière que l'on peut observer les yeux fermés, après avoir regardé une source de lumière intense ou avoir appuyé fermement sur les paupières. J'avais déjà fait ce genre d'expérience en faisant des observations précautionneuses du soleil. Les images phosphéniques sont très différentes de mes visions, dont les couleurs et l'éclat lumineux n'existent nulle part. En plus, cet état de vision s'accompagnait d'un bien-être indescriptible. Aujourd'hui, 5 février 1982, encore d'autres visions. Cette fois, je me suis décidé à l'écrire pour ne pas oublier. Il y a longtemps déjà, j'avais pris l'habitude de noter ce qui me semblait important. Et je sentais, depuis plusieurs mois, la nécessité de rédiger un livre expliquant ce qui m'a conduit à ne vivre plus que pour et par cette réalisation. Quelle épuisante journée, mais quelle satisfaction. D'abord, le grand bonheur de contempler, enfin achevé, Rubis Royal, l'ultime version peinte de l'absolu. Puis, satisfaction beaucoup plus matérielle et terrestre de me faire masser, tout en écoutant de la musique, dans ma nouvelle chambre, par une merveilleuse personne du pays du soleil levant. J'étais allongé, dénudé. Au bout d'un moment, j'ai commencé à voir des choses, surtout quand je ressentais de grandes décharges d'énergie très agréables, provoquées par la masseuse passant sur des points sensibles de mon dos. Après les expériences précédentes très brèves, celle-ci semblait devoir durer, et j'ai essayé d'analyser le phénomène, profitant de ce que j'étais parfaitement conscient du monde extérieur, des massages et de la musique. J'étais moi-même et en même temps un autre moi-même. Je me rendais compte que ces visions se situaient face à moi, à la base du nez. Ce n'était pas avec les yeux que je les voyais, ils étaient fermés. La vision avait une clarté, une transparence, une réalité que je n'avais jamais vue auparavant. Étais-je en train de découvrir ce fameux troisième œil mythique et comment l'utiliser? En tout cas, j'avais l'impression de pouvoir commander l'apparition de la vision comme avec les yeux, du moins dans une certaine mesure. J'ai vu surtout trois choses. La majuscule devant voir ou vision signifie qu'il ne s'agit pas de vision ordinaire avec les yeux, mais de vision intérieure. Mais l'analyse et la description ne donnent qu'une très faible idée de ce que j'éprouvais, surtout le bonheur que je ressentais. La mémoire n'en garde qu'une pauvre impression. Il y eut tout d'abord une sorte de masse d'un bleu profond d'apparence circulaire. De ce bleu outre-mer foncé, dit bleu clin. Cela ne m'avait pas semblé être un disque, mais plutôt une partie creuse de sphère reliée à sa base, son diamètre
c'est-à-dire moi-même, par un certain nombre de ligaments que je n'avais pas réussi à dénombrer. Mon esprit était surtout accaparé par ce que je pressentais d'attirant entre les ligaments, derrière la masse bleue, mais que je ne pouvais pas voir. Puis j'ai vu comme un noyau de lumière mouvante, de forme plus ou moins géométrique, rutilant comme des joyaux multicolores, redevenant pure lumière sans forme très définie, puis disparaissant. Cette lumière m'avait semblé très attirante, mais encore lointaine. Je ne la distinguais pas très bien. Cependant, cette fois, ce fut l'image mouvante la plus lumineuse. Ensuite, j'ai vu des anneaux de lumière. Ils provenaient de moi et s'éloignaient vers l'infini en disparaissant l'un après l'autre dans le noir. Ils n'étaient pas très lumineux, dorés. Je les voyais comme derrière un voile transparent. J'ai très bien vu, malgré tout, que les premiers anneaux, les plus proches de moi, semblaient scintiller comme des couronnes faites de nombreux éclats lumineux. C'était un autre message, mais je ne savais pas encore comment je pourrais intégrer ces anneaux dans mes futurs tableaux. Ça ne me semblait quand même pas très facile à réaliser techniquement et concrètement. De ces visions lumineuses, j'ai noté qu'elles ne se déplaçaient pas dans le même sens ni à la même vitesse. Les anneaux s'éloignaient relativement lentement, alors que les lignes, au contraire, se dirigeaient vers moi assez rapidement et que le carré jaillissait à très grande vitesse. À la suite de ce chapitre, j'en ai écrit 12 autres. Arrivé au 13e, subitement, l'envie d'écrire a disparu. Après, au fil des années, je pensais reprendre l'écriture, mais accaparé par les difficultés de la création, la peinture, les compositions lumineuses, l'électronique, le système de son, l'acoustique de la salle, les chants de Dreammaker, la musique, les spectacles et les expositions, ouf, je repoussais sans arrêt la rédaction. Il a fallu que j'aie terminé l'essentiel de l'œuvre en avril 2008 pour que je retrouve le temps, l'envie et le besoin de raconter l'incroyable, l'extraordinaire aventure qui m'est arrivée. Plus d'un quart de siècle, 26 ans après, je jette un regard amusé sur mes certitudes de l'époque. Je n'ai jamais réussi à intégrer les 8 lignes de lumière en utilisant le plexiglas. Par contre, ces lignes dessinent bien l'implantation structurelle des effets lumineux, du moins une partie d'entre eux. L'infini, que j'appelais plus tard le couloir de l'infini, n'était pas le but ultime de la recherche, mais la base d'une œuvre beaucoup plus importante. J'ai finalement abandonné le plexiglas trop cassant, lourd et coûteux, pour le remplacer par une toile en matière plastique blanc diffusant que j'ai utilisée de nombreuses années, puis remplacée par un support plus lumineux, de la toile de rétroprojection. Le carré de lumière n'est pas entré tel quel dans la composition, mais avec les lignes, les cercles, le noyau central, on a l'ensemble de la structure principale. Toutes ces visions ne sont apparues qu'une seule fois. Rubis royal, dernière version peinte, disais-je. Illusion. Il y a eu après des centaines de tentatives partielles ou totales pour essayer de trouver le tableau unique ultime. D'ailleurs, à ce jour, même si je suis très proche du but, il y a encore des détails à préciser. La double pyramide en octaèdre m'a obsédé pendant longtemps. Je l'ai représentée sous toutes les coutures, se déplaçant dans l'espace. J'avais l'intuition qu'elle représentait une structure énergétique que nous aurions dans la tête, dont le centre
correspondrait au centre du plaisir et qui serait le véritable moteur du cerveau. La double pyramide est aussi la structure cristalline du diamant et finalement, elle a trouvé sa place au centre de la porte de lumière sous le nom de diamant céleste. Il a aussi un autre nom, une autre fonction qu'on verra plus tard quand on évoquera la découverte principale de cette recherche. Le noyau de lumière tel que je l'avais perçu n'a jamais pu être réalisé, mais il indiquait l'emplacement d'une concentration d'effets lumineux. Pour ce qui est des anneaux, c'est finalement l'image qui était la moins difficile à réaliser en poudre phosphorescente et la plus proche de la vision. Je l'ai perçue presque quotidiennement. Je dirais que c'est la vision la plus facile à atteindre ou à obtenir. Je pense que c'est la vision de cet anneau qu'on représentait autour de la tête des saints, l'auréole.